capitalisme, selon la thèse de grand Max Weber. Donc, il y a quelque chose à réfléchir là-dessus, et je pense que la solution, pour moi, je pense que quelqu'un l'a trouvé, ça a été Bourguiba, en introduisant la mixité. La mixité est un facteur d'équilibre. Alors, je pense que la mise à jour du complexe de Caïn permet déjà, vous savez, quand on met à jour quelque chose, il n'a plus la virulence d'une action souterraine, parce qu'il a été mis à jour. Un dernier point que je voulais vous dire, vous avez été critique sur l'institution. Oui et non, parce que l'institution, c'est un des moyens que la société a trouvé pour tempérer les violences. Moi, je me reconnais, parmi les chances que j'ai eues dans ma vie, d'avoir eu des maîtres, des références. Aujourd'hui, c'est pas bon d'avoir un maître. Moi, Lacan était mon maître. Leibovitz a été mon maître. C'est des gens que je plaçais très haut. Le choix des bonnes références est devenu un des problèmes majeurs pour la formation des étudiants et des jeunes. Ils prennent comme référence des gens qui ne sont pas valables. Vous avez des gens qui sont médiatisés, qui ne valent rien, qui ont un éclat, ils savent faire, ils ont une prestance, tout ce que vous voulez, et ils arrivent à convaincre ou peut-être quelquefois quelques diplômes. Le choix des références est une des grandes leçons que m'a donné Lacan quand je l'ai connu. Il m'a dit, choisissez un peu mieux vos références. Il y a des grands noms dans nos cultures. C'est eux qui doivent servir de référence et pas le dernier clown médiatisé, le dernier clown de la télévision. Et d'avoir des maîtres, c'est très formateur. Nous avons peur des maîtres aujourd'hui, d'avoir des maîtres à penser qui vous accompagnent pendant votre formation. C'est fondamental. Voilà, c'est ce que vous avez appelé un des problèmes d'aujourd'hui, l'horizontalité. Nous avons besoin, regardez en France, nous avons eu pendant la pandémie des professeurs qui étaient éminents, qui avaient toujours été respectés, considérés, etc. Du jour au lendemain, on a voulu les détruire. Le professeur Perron, par exemple, qui était un des grands spécialistes, on les a voulu les traiter de charlatans, etc. Il fallait égaliser, ramener tout ça au niveau du type qui parle à la télévision, du médecin, je ne sais pas quoi, un néphrologue, qu'est-ce qu'il connaît à la microbiologie, par exemple. Cette destruction des bonnes références est un des maux de notre époque qui rejoint ce que j'ai appelé la biblioclastie, la destruction des fondements d'une discipline, d'une doctrine, d'une société. Voilà. Merci beaucoup. Aïchk, Riyad Zghal, Houda Mejri, je ne sais pas qui a levé la main avant, mais allez-y, professeur Zghal, si vous m'entendez. Professeur Zghal. Elle a coupé son micro. Oui, justement. Il y a juste le micro, il faut faire fonctionner le micro. Il est en bas. En bas à gauche. Oui. Cliquez sur micro. Vous m'entendez maintenant? C'est bon. Oui. D'accord, très bien. D'abord, merci beaucoup pour cette riche présentation. C'est Gérard Hadid, merci beaucoup à Karim et Khawla qui m'ont invité. Je suis très contente d'avoir écouté cette riche conférence qui a la particularité de présenter quelqu'un qui est en train de revisiter, enfin qui a revisité des concepts et qui, à partir de son expérience et de ses recherches, est en train de construire d'autres concepts. Et ça, moi, je pense que c'est une approche, en fait, moi, je suis un peu dans cette direction-là parce que je pense qu'il y a tellement de concepts qui sont à revisiter aujourd'hui parce que les choses ont changé et puis le monde a changé et puis la science a évolué. Je suis contente parce que votre présence me rappelle beaucoup mon passage au lycée quand mes meilleurs amis étaient des juifs. Et c'était à Sfax, et puis il y en a un qui est resté à Sfax et qui dirige une belle librairie à Sfax.
Et je pense que la présence des Juifs en Tunisie, c'était une richesse pour la Tunisie. Malheureusement, la plupart... Les Italiens aussi, d'ailleurs. Hein? Les Italiens aussi, c'est une richesse. Non, mais les Juifs, ils étaient tunisiens de souche. Oui. C'est ça la différence. Bon, alors maintenant, j'aurais deux questions à vous poser. Première question, qu'est-ce que vous pensez de l'inconscient collectif? Parce que quand vous parlez de votre, je dirais, de vos impressions quand vous revenez en Tunisie, que vous dites que j'ai besoin de retourner en Tunisie, est-ce que ceci ne vous rappelle pas l'intérêt aussi de Jung et de l'inconscient collectif? Autre chose qui me semble aussi, je voudrais vous poser la question. Excusez-moi, je n'ai pas compris la première question. Qu'est-ce que vous pensez de l'inconscient collectif? L'inconscient collectif, oui. Et puis par rapport au complexe de Caïn, est-ce que vous ne pensez pas qu'il faut faire une lecture de ce complexe à la lumière des différences culturelles? Vous avez effleuré un peu la question en parlant de l'islam. Mais est-ce que vous ne pensez pas que culturellement, ce complexe s'exprime différemment? Par exemple, qu'est-ce que vous avez observé au Sénégal, par exemple, par rapport à ce complexe-là, si vous voulez l'appliquer à une société? Voilà. Merci. Merci pour vos questions. La première, l'inconscient collectif, c'est un concept qui, de la nature est jungienne. Alors, moi, je ne suis pas jungien, je ne connais pas bien Jung, je n'ai lu qu'un seul livre de lui qui s'appelle Ma vie. D'ailleurs, une partie écrite en Tunisie, d'ailleurs. Je ne sais pas si vous l'avez lu. Je n'ai pas besoin, enfin, peut-être que je me trompe, peut-être que si je me plongeais dans les écrits de Jung, je changerais d'opinion. De la même façon que j'ai changé d'opinion quand je me suis intéressé aux travaux d'un certain René Girard, et ce livre très important qui s'appelle La violence et le sacré, donc dans lequel j'ai trouvé beaucoup de choses intéressantes et d'autres choses avec lesquelles je ne peux pas être d'accord. Donc, pour l'instant, je n'ai pas besoin. Quand je viens en Tunisie, ce n'est pas l'inconscient collectif tunisien, je ne sais pas, mais c'est la terre natale, c'est le substitut de la mer. Je me replonge dans... Vous savez, le grand Autoran parlait du traumatisme de la naissance. Le traumatisme de la naissance, on a toujours envie de retourner auprès de la mère, auprès même de l'utérus maternel. Il y a comme ça, comme quand je reviens en Tunisie, c'est comme si je me retrempais, peut-être, me pousser à penser de ce côté-là. Tout mon corps vibre, tout ce qui a pu être refoulé, tout ce qui a pu remonte à la surface quand je viens en Tunisie. Je retrouve, d'une certaine façon, mes parents. Je peux vous dire que mes parents, ils ont aimé la Tunisie plus que vous pouvez l'imaginer. Leur départ a été pour eux un malheur. Mon père a mis 5 ou 6 ans, il a pu retrouver un peu de sourire et tout, que quand il est revenu en Tunisie en vacances. C'est pour nous, quitter son pays, l'exil est un des grands traumatismes. On le voit aujourd'hui quand on voit tous ces exilés de Syrie, par exemple. Il y a un grand cinéaste anglais qui il vient de faire un film qui s'appelle Old Oak. Le nom vient de m'échapper, les noms propres glissent sur ma mémoire à chaque fois. On voit la tragédie d'être un exilé. Les Palestiniens sont exilés. Ce sont les souffrances. Normalement, nous, en tant que Juifs, nous devrions savoir comme c'est dur d'être un exilé, d'être exclu dans son propre pays. Et donc, quand je reviens, ce malaise, cette souffrance, appelez ça comme vous voulez, elle se calme. Et je me retrouve jeune homme. J'ai quitté la Tunisie, j'avais 22 ans, hein. Je ne suis pas parti à 4 ans. J'ai fait toutes mes études jusqu'au bac.
ce que vous appelez le lycée Alaoui, qui à l'époque s'appelait Collège Alaoui. Et donc j'ai passé des années là. J'en ai un souvenir très vif et très positif. Alors ça, c'est pour l'inconscient collectif. Je n'ai pas besoin, au point où j'en suis aujourd'hui, peut-être êtes-vous jungienne vous-même, moi je ne le suis pas. Le dialogue des religions, ce n'est pas d'effacer sa religion, c'est de respecter l'autre dans sa différence. Je n'ai pas besoin d'être jungien pour apprécier Jung. Je n'ai pas besoin d'être musulman pour apprécier l'islam et pour aimer et pour avoir de la sympathie pour mes amis musulmans. Je n'ai pas besoin d'être chrétien pour avoir de la sympathie et de l'amitié pour d'autres chrétiens. Gommer les différences, c'est accroître la violence. Ça, c'est une thèse de René Girard. On croit souvent que si on était tous pareils, ça irait, il n'y aurait plus de violence. Faux, dit Girard, il a raison. Nous avons besoin de différence. Aujourd'hui, on veut gommer toutes les différences. Il n'y a plus d'hommes et de femmes, tout est pareil. Les genres, tout ça, toutes ces âneries qui circulent. Comme c'est beau quand on est un homme d'admirer la beauté d'une femme. C'est le bonheur d'une vie. C'est une des choses qui donne à la vie son goût, son sens, et ce cadeau du ciel qu'est la beauté de la femme. Bref. Alors, vous parlez maintenant, est-ce qu'il y aurait des nuances dans le complexe de Caïn culturellement? Je dirais, il y a une façon différente de gérer le complexe de Caïn suivant les cultures et suivant les genres. Je pense que le féminin, n'est-ce pas, ne gère pas le complexe, la rivalité, comme les hommes. Aujourd'hui, la montée au pouvoir des femmes, certaines femmes, parce que comme l'a enseigné Lacan, il n'y a pas la femme, il y a des femmes très différentes. Il y a certaines femmes, on le voit en politique, qui apportent quelque chose, qui apporte de la paix dans les tensions sociales. Il y a eu toute une série que j'ai beaucoup appréciée, moi, danoise, Borgen, où on voit une femme qui dirige le pays. Elle ne le dirige pas comme un homme. Et qu'à la fin, elle va être prise par l'intoxication du pouvoir. Donc, je parlais tout à l'heure de cette femme qui a écrit ces livres qui s'appellent La politique du care, du soin, qui dépasse la question du soin, c'est la question du rapport social. Je pense que certaines femmes ont quelque chose de spécifique à apporter pour que les tensions sociales soient gérées. Elles ne disparaîtront pas, mais elles sont moins violentes. Donc il y a une espérance du côté féminin. Je vous dis que Bourguiba, et puis quelqu'un d'autre quand même qui porte mon nom, hein, Monsieur Haddad, comme il s'appelait déjà, Tahar Haddad, oui. Il avait compris que sans le féminin, la Tunisie resterait toujours en arrière. Donc il y a une espérance de ce côté-là, d'un féminin qui ne serait pas singé le masculin, mais qui accepterait ce que j'appellerais le génie féminin, qui est spécifique et qui est différent du masculin. Et des petites choses que je lance comme ça mériterait tellement de réflexion, de développement. Merci beaucoup. Peut-être Houdé Mejri, à vous la parole. On va Aya Shari. Oui, merci beaucoup, professeur Karim Benkahla. Mesdames, messieurs, bonsoir. Un grand bonsoir aussi au professeur Gérard Haddad et au professeur Riyad Zghal, que je salue. Pourrions-nous voir votre visage? Ah non, ma caméra ne marche pas, malheureusement. Je porte des lunettes. Non, ça va. Si ça peut servir. Caméra, on ne peut rien. Voilà. Je suis très, très heureuse d'assister à ce webinaire et j'en remercie les organisateurs du fond du cœur parce que je suis quelqu'un qui aime beaucoup la psychiatrie et les psychiatres et les psychanalystes sont un peu j'ai un faible pour eux, surtout qu'il y a de très longues années, j'ai travaillé quand j'étais journaliste à la presse sur le dossier de la psychiatrie en Tunisie, entre autres avec le professeur, le philosophe Youssef Seddik, ainsi que le docteur Seddik Jeddi, n'est-ce pas? Ils ont ce nom Seddik en commun et ils étaient amis aussi, mais ils étaient ils se chamaillaient tout le temps hein, à cause de Jung et à cause de Lacan et tout ça. Bref,
Voilà, donc je suis très très heureuse de retrouver mes amours ce soir en quelque sorte. Voilà, et je voudrais, mes questions vont être beaucoup plus terre à terre que celles posées par Dr. Yazral. D'abord, je voudrais dire au passage que je suis très très émue et par vos réflexions et vos positions sur la question palestinienne, sur la tragédie, sur la deuxième Nakba palestinienne, et qui est en quelque sorte l'œuvre de nos cousins israéliens qui ont eux-mêmes vécu une tragédie similaire il y a quelques années, enfin il y a quelques décennies, bref. Et malheureusement, c'est un peu comment dire, la victime qui joue un peu le rôle de son bourreau, mais qui exerce cette violence sur d'autres victimes, malheureusement. Et à ce titre, je voudrais vous demander si vous aviez à psychanalyser quelqu'un comme Netanyahou, qu'est-ce que vous diriez? Ou quelqu'un, ou les membres de son gouvernement actuel, qu'est-ce que vous diriez? Je sais que c'est une question peut-être un peu, ça vous provoque peut-être que non, pas plus que ça. Vous allez me trouver peut-être un peu naïve, mais j'aimerais bien avoir votre réponse. Ou même un début de réponse, parce que j'essaie de comprendre quand même qu'est-ce qui se passe dans leur tête également. Bon, vous avez dit que tout se règle aujourd'hui, ou cette violence se règle par ce qu'on appelle la politique. Mais derrière la politique, il y a des hommes et des femmes, il y a des intérêts, il y a un équilibre mondial. Quelqu'un qui se laisse aller à tant de violence, de manière systématique, comment... Israël utilise la Shoah, c'est-à-dire le génocide par les nazis, comme couverture à leur propre idéologie, à leur propre méfait. Ce ne sont pas il faut que vous sachiez une chose. Dans le livre que j'ai écrit qui s'appelle Lumière des astres éteints, j'ai raconté comment les survivants des camps de la mort, quand ils sont arrivés en Palestine, ils ont été très accueillis. À tel point qu'il n'y avait pas de musée de la Shoah, il y avait des musées, ils ne voulaient pas admettre que des gens ont été exécutés, tués pendant les chambres à gaz. Pendant longtemps, Israël a refusé cette réalité, jusqu'au moment du procès à Eichmann. Et depuis, ils utilisent politiquement comme prétexte. Et c'est ce qui les permet de faire n'importe quoi. Ils se servent de ça pour se comporter comme ils se comportent. Et que je peux vous dire que je condamne totalement ce qui se passe, non pas aujourd'hui seulement, mais depuis 1967, en tout cas, peut-être même avant, mais à partir de 1967. Depuis 1948. Alors, Netanyahou, vous savez, tous les chefs d'État qui l'ont rencontré ont dit c'est un menteur. On peut aimer ou pas aimer Sarkozy, mais il a dit ce type-là, on ne peut pas lui parler, il ment toutes les minutes. Par exemple, il a fait un discours un jour, il a dit « Je suis pour un État palestinien ». Ah bon? Et puis maintenant, il dit « Jamais il n'y aura d'État palestinien ». C'est un psychopathe. J'appellerais ça un psychopathe. Et il a un fils encore plus psychopathe que lui, si possible. Et ceci dit, je vais vous étonner, mais ce n'est pas le pire. Il y a autour de lui des gens pires que lui. Il a souvent eu un rôle, ce n'est pas moi qui le dis, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, qui est un grand journaliste israélien qui s'appelle Gideon Levy. Je vous invite à le lire parce qu'il fait la recension de toutes les exactions que font l'armée israélienne sur les Palestiniens, à Jenin, dans les villages de la Cisjordanie. Gideon Levy est toujours en première ligne. Il dit, en plus, chez nous, ce qu'on fait, c'est que les Palestiniens ne sont pas des êtres humains, ils n'ont pas de nom, ils n'ont pas de visage. Et lui, à chaque fois
Chaque fois qu'il y a quelqu'un qui a été tué, par exemple, il dit souvent Netanyahou a protégé, il a essayé de faire en sorte que les opérations qui se sont passées sur Gaza avant la dernière, il les a freinées. Il y a donc pire que lui. Je me pose la question si il y a l'obsession du nazisme dans leur tête, ces gens-là. Ce que les nazis ont fait, ils veulent faire comme eux. Ce qu'ils font au Gazaoui aujourd'hui, en plus il s'appelle Gazaoui, gaz. Il y a du gaz là-dedans. Jeu de mots qui vaut ce qu'il vaut. Mais Netanyahou lui-même est un malade mental. C'est un psychopathe qui n'a aucune limite. Il ment à tout le monde. Il ne ment pas à vous et à moi. Il ment à Biden. Il ment au président français, au président tout ce que vous voulez, russe. Il ment à Poutine. C'est un menteur viscéral. C'est un mythomane. Et donc, on ne peut pas. Sachez, chère madame, que si il venait à ma consultation ou qu'il venait à la consultation de n'importe quel psychanalyste, il ne le prendrait pas comme patient. Nous, les patients, ça doit être des gens honnêtes. Ça peut vous paraître bizarre, nous ne traitons pas tous les cas. Des cas comme ça, c'est peut-être bon pour la psychiatrie lourde. En tout cas, c'est plutôt bon pour la prison. Une des raisons pour lesquelles Netanyahou se comporte aujourd'hui pire que ses comportements antérieurs, c'est qu'il sait que si la guerre s'arrête aujourd'hui, cesser le feu, il va aller en prison. Il a accepté de faire un gouvernement avec des gens qu'il hait, qu'il déteste, qui sont des fascistes. Le nom, vous ne les connaissez peut-être pas, qui s'appelle Smotrich, qui a dit « Je suis fasciste ». Il est même, c'est pas moi qui le dis, c'est lui. « Je suis un fasciste et fier de l'être ». Bon, si jamais Netanyahou ne le fait pas ce qu'il veut, lui, et un autre qui s'appelle Ben Gvir, oh oui, il tombe tout de suite. Il tombe. Son gouvernement dépend. Ils sont la corde autour de son cou. Et c'est eux qui exigent que la guerre aille jusqu'au point où effectivement, on nous assiste. Ce qu'ils veulent, c'est pousser ces Palestiniens de Gaza vers la frontière de Rafah et qu'ils aillent dans le Sinaï. Ils veulent se débarrasser, faire une épuration ethnique. tout simplement, oui. De la même façon qu'ils pousseraient les gens de Jénine et Ramallah et tout ça vers la Jordanie. Ils veulent faire un État. Mais ce qu'ils ne se rendent pas compte, c'est que admettons l'hypothèse d'un État que des Juifs. Ça sera une guerre civile, tout de suite. Parce que rien de plus. La société israélienne est traversée par des contradictions dont vous n'avez même pas idée de l'importance. Entre un ultra-religieux et un laïc pour qui le judaïsme n'a plus aucun sens. Comment peuvent-ils cohabiter ensemble? Et un Felacha et à quelqu'un qui vient de la Biélorussie, par exemple, ils n'ont rien en commun. Ils n'ont rien en commun, oui, d'ailleurs, quand les Falachas, ce que vous appelez, ils n'aiment pas qu'on appelle ça comme ça, mais bon, admettons, ils n'ont pas été reconnus comme juifs en arrivant. Il a fallu qu'ils subissent une conversion à l'époque. Et Israël était vraiment un patchwork où il y a des telles tensions ethniques entre juifs qui viennent des pays arabes, les Irakiens, des Tunisiens, des Marocains. Les Marocains, surtout, ils ont eu des tas de problèmes avec l'autorité en place en 1950. Quand ils sont venus pour boucher, parce que le problème israélien, c'est un problème démographique. Ils savent qu'ils sont ce qu'ils sont. À l'époque, ils étaient 600 000. Et autour d'eux, il y avait des millions de gens. C'est pour ça, d'ailleurs, que les Arabes n'ont pas accepté le partage que proposait l'ONU, parce que c'était un partage injuste. Ce n'était pas proportionnel à la population, la surface accordée du pays n'était pas proportionnelle à la population. Et donc, ils ont refusé ce plan de l'ONU. C'était peut-être une erreur. Si cette Bourguiba avait été là, il aurait peut-être accepté, quitte à rediscuter après coup. Aujourd'hui, alors il y a. Qu'est-ce que je peux vous dire? Je ne vois pas, tout à l'heure, nous avons parlé avec le professeur Ben Karlen. Quelle est l'issue de la crise actuelle? Mais vous savez, on ne la voit pas.
Il semblerait qu'on remette au goût du jour la notion de deux États. Partager la Palestine, c'était l'opposition d'ailleurs de Leibowitz à l'époque. Faire deux États, que chacun vive, quitte après à faire une confédération. Parce que ces gens-là, vous n'avez pas idée de l'osmose qu'il y a entre juifs et musulmans. Vous le savez, tout à l'heure, vous l'avez dit vous-même. Vous savez que la plupart des médecins qui sont en Israël sont des musulmans, des infirmières. Et l'hôpital de Hadassah, les hôpitaux sont énormément. Je parle des musulmans israéliens, qui sont israéliens. Donc, et des Arabes israéliens. Moi, je dirais des Palestiniens israéliens. Ils appellent ça comme ça, les Arabes d'Israël. Qu'est-ce qu'un arabe? Pour moi, un arabe, c'est quelqu'un qui parle arabe. Moi, je suis un arabe, comme l'a dit tout à l'heure, parce que je parle arabe. Alors, un arabe, c'est quelqu'un qui parle arabe. Donc, ces gens-là sont des gens de Galilée ou des gens de Umm-el-Fahim. Moi, j'ai vécu en Israël 3 ans. J'ai vécu ça un peu de l'intérieur et j'ai vu la violence qu'il y a dans cette société. C'est une violence qui n'est pas seulement à l'égard des musulmans, et à l'égard de tout le monde. Vous savez, en France, nous avons beaucoup de gens, des psys, alors ils vont voir leur psy une fois par semaine, je ne sais pas, un certain rythme. En Israël, tout le monde va voir son avocat toutes les semaines. Parce qu'il y a des... Moi, j'ai été escroqué 20 fois. Et je parle des Israéliens. La société israélienne est traversée par une violence interne. Quand on opprime un autre peuple, on devient violent également à l'intérieur. Il y a eu des gens, les ennemis prochains qui arriveront, ça sera, on mettra en prison des gens, comment on pourrait dire, de gauche israélienne. Il y en a quelques-uns quand même, pas beaucoup, mais il y en a quelques-uns. Ils sont aujourd'hui persécutés. Ils sont chassés des universités. Il y en a quelques-uns qui ont quitté Israël, qui sont allés s'installer dans d'autres pays, des professeurs d'histoire, je pense à un ou deux personnes. Donc, la violence israélienne aujourd'hui atteint un niveau... Moi, j'ai vécu là-bas, j'y ai cru à un moment donné. Je suis guéri de cette maladie maintenant. Ce qui m'a fait partir, c'est... Moi, je suis un Tunisien. Vous savez ce que c'est la Tunisie? C'est la douceur de vivre, c'est la relation sympa. Être avec des amis, crade, mabad. On se fait... C'est ça, j'ai grandi comme ça. Mes parents, pareil, tout le monde. Et quand j'ai vu ce que ces sociétés de violence interne, je ne parle même pas, alors que je leur dis souvent, quand je vois ce que vous faites à d'autres juifs, je ne veux même pas imaginer ce que vous faites à des Palestiniens. C'est vraiment une catastrophe. Le sionisme est devenu une plaie pour les juifs. Exactement. Et même ce qui fait aujourd'hui le gouvernement israélien, il a détruit le sionisme d'une certaine façon, a détruit le judaïsme d'une certaine façon, les valeurs. Eh ben, écoutez, lisez peut-être pas les prophètes comme Jérémie ou Moïse, qu'est-ce qu'il disait? Respecte l'étranger, car toi-même tu es un étranger sur terre. C'est pas par sympathie, parce que c'est moral, mais parce que toi-même tu es un étranger. C'est marqué dans nos textes. Et qu'est-ce qu'on en a fait dans nos textes? Qu'est-ce qu'on en fait de ces textes-là? Ils ont fait en sorte que le Palestinien, et c'est ça le crime, plus que tous les autres, n'est pas un être humain. Comme les nazis, les juifs n'étaient plus des êtres humains, c'est des sous-hommes. Traiter l'autre comme ça, c'est se salir soi-même, c'est se détruire soi-même. Si vous perdez cette impression que l'autre, c'est un être humain comme vous, qu'avec lui, vous pouvez avoir des choses, soit ou des choses pas sympathiques, ou des bonnes choses, vous pouvez faire des échanges. Si vous avez perdu de vue ce sentiment de fraternité humaine au sens noble du terme, vous êtes foutus. Israël est un pays qui n'a pas de constitution, qui n'a pas de frontières. Comment un pays comme ça peut tenir? Je me demande personnellement s'ils pourront tenir longtemps dans cet état. Il faut vraiment... Le Hamas a fait une connerie le 7 octobre. Il aurait dû se contenter de faire son opération militaire qui a été très bien menée. Il a associé ça à des actes de barbarie liés à cette espèce de rage d'avoir été assiégé pendant 17 ans. Il n'aurait pas fait ces actes de barbarie qui sont aujourd'hui répertoriés
certains sont peut-être faux, mais certains sont vrais, il aurait eu le soutien de tout le monde. Bon, qu'est-ce que vous voulez en a rendu? Il y a un cinéaste israélien qui ne vit plus en Israël, qui vit en France, qui a eu un prix. Il a fait un film qui s'appelle Le genou de je ne sais plus comment ça s'appelle, cette charmante jeune palestinienne qui a foutu une claque à un soldat israélien. Elle s'appelait... comment elle s'appelait? Vous devez savoir son nom. Oui, la petite Tamim, la petite... Ahad Tamim, la petite blonde, là, Ahad Comment elle Tamim. s'appelle? Et donc, il a fait Tahed. Il a fait un film qui s'appelle Le genou de Tahed, lui. Ahad. Qui a été projeté au Festival de Cannes. Il a été interviewé récemment à Paris. Il a dit, pourquoi vous avez... Il a dit, la machine israélienne fabrique des fous, fabrique des monstres. Des gens qui ont fait ce qu'ils ont fait le 7 octobre, certaines actions, je ne dis pas l'action militaire proprement dit, c'est devenu des monstres. Mais Gaza était devenu une machine à fabriquer des monstres. Israël tout entier fabrique des monstres. Voilà. Il y a des gens très bien, comme mon professeur Leibowitz, comme le journaliste Guidon Levy, comme le médecin Zvi Walden, qui a créé des médecins pour les droits de l'homme et qui a enseigné. Tous ces médecins de Gaza ont été formés à l'hôpital par ce professeur Zvi Walden, un type formidable qui allait soigner des gens dans tous les villages. Ils ont créé une association des médecins pour les droits de l'homme et gratuitement, ils allaient dans tous les villages. Ces gens-là, quand je parle avec eux, ils me disent combien ils sont malheureux, combien ils se sentent mal. On ne peut pas vivre heureux avec des gens qui souffrent à côté de vous. Par votre faute. Si ils souffraient parce qu'il y a un tremblement, vous n'y êtes pour rien, vous n'y êtes pour rien. Mais là, ils sont. Le malheur des Palestiniens est dû à Israël. Comment peut-on vivre? Comment peut-on être heureux dans un monde où vous avez créé de la souffrance? Moi, je ne suis pas capable. Merci Gérard. Il faut, pardon, oui, il est l'heure. Je vois qu'il y a des mains qui se lèvent et on demande la parole. Vous me réinviterez. Exactement. Et, bon, en fait, en tout cas, merci à vous. Non, on n'a pas terminé. On ne va pas vous lâcher comme ça. Je croyais que c'était 8 heures. Il y a encore des mains qui se lèvent, donc on va essayer d'être rapide. Je vais essayer de ne pas trop. Moi, je garde une question pour la fin. J'ai aussi une autre question pour la fin. Je croyais que vous disiez d'aller dîner. Rapidement, pardon, en espérant ne pas abuser de votre temps. Hein, non, ça va. Zainab, à toi la parole. Zainab Ataya. Rapidement. Fadal. Zainab, ton micro en bas à gauche. Désactivez le micro. Il est fermé son micro, Zainab. Zainab. Bon, alors, en attendant, Rim Tarfewi, allez. Zainab, je reviendrai vers toi, mais Rim Tarfewi, rapidement, s'il te plaît, Rim, pareil. Merci Sikarim, merci Khaoula pour cette agréable rencontre et un grand merci à professeur Gérard pour cette richesse de son intervention. En fait, moi, je vais revenir sur la notion d'espoir que vous avez évoquée au début de votre intervention, et je me demande comment, au plein moment de destruction et de violence, on peut espérer vivre de la construction. Comment peut-on donner de la voix aux sans-voix et vivre une certaine forme d'espoir? Voilà. Merci, Rim. Je vous en prie. Vous avez raison, il est très difficile d'avoir de l'espoir. Mais s'il n'y a pas... notre réunion de ce soir, si modeste soit-elle, il y a peut-être là-dedans... Moi, je pense que la Tunisie est un espoir. D'accord. Parce que nous avons des relations entre nous franches. Nous nous estimons mutuellement. Nous savons que nous enrichissons mutuellement. Nous sommes un exemple où l'on voit comment des gens d'origine religieuse, au fond, est-ce que c'est tellement important? Je ne sais pas, peut-être que oui quand même. Mais
Regardez tout ce que nous faisons ensemble. Alors, s'il n'y a pas d'espoir, il n'y a plus qu'à se tirer une balle dans la tête. C'est ce que font beaucoup de gens. En Israël, puisqu'on en a parlé, si vous savez le nombre de suicides qui ont lieu aujourd'hui chez des soldats de l'armée israélienne, s'il n'y a plus d'espoir, il n'y a qu'à se jeter par la fenêtre. Non, il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir. Merci. Il est faible, et c'est à nous de le faire grandir. C'est ce que nous faisons un petit peu. Bien sûr. Bien sûr. Je ne sais pas. Zainab, est-ce que tu peux prendre la parole rapidement, s'il te plaît? Elle a toujours son micro fermé. Non, je l'ai ouvert là. Bonjour, ça y est, Zainab. ça y est. Alors, non seulement bonsoir, mais je suis vraiment heureuse. Et je dis un très, très grand merci à Khaoula, à Karim, à tous mes amis. Et surtout, je salue en vous, professeur Gérard Haddad, quelqu'un qui œuvre pour la paix. Parce que pour moi, si aujourd'hui vous êtes psychanalyste et que vous nous donnez autant d'éclairage sur tous ces gens-là, c'est aussi parce que vous êtes quelqu'un qui lutte pour la paix, pour le combat. Donc, et contre les combats, effectivement. Alors, tout à l'heure, vous l'aviez dit vous-même. Moi, je voulais revenir un petit peu sur la tolérance sur les lieux de travail. Quand vous dites que le fait de gommer les différences, c'est accroître la violence, vous aviez parfaitement raison, parce que dans les lieux de travail, dans des entreprises où on a des gens qui sont différents de nous, on n'accepte pas facilement cette altérité. Et pourtant, aujourd'hui, les générations X, Y, Z qui sont en train de non seulement, disons, arriver dans les entreprises, mais avec de nouveaux besoins, avec de nouvelles attentes, aujourd'hui, ce sont des jeunes qui, au contraire, veulent dire merci à cette différence. Alors, ça fait pas longtemps, j'ai eu l'occasion justement de retrouver un petit groupe de jeunes qui voulaient travailler sur cette tolérance dans les lieux de travail. Oui, nos frères africains peuvent être dans une entreprise et nous côtoyer. Oui, des gens qui peuvent être même LGBT peuvent nous côtoyer. Oui, et nous ferons beaucoup de choses ensemble. Et ça, c'est extrêmement important quand ils le disent et qu'ils le reconnaissent. Moi, je trouve qu'aujourd'hui, justement, donc dans ce contexte de violence et malheureusement de traumatisme, et bien sûr, c'est là où je salue tout votre travail, professeur Benkahla, professeur Khaoula, professeur Riyad Zral, c'est aussi de vouloir annuler toute cette haine et de trouver un moyen de lutter contre cette violence en imposant cette tolérance. Merci beaucoup. Voilà. Bon, ce n'est pas une question. Merci Zainab. Il y a une chose que je voudrais quand même souligner, c'est que lorsque vous avez parlé des Noirs, par exemple, qui ont quelques ans, ce n'est pas par gentillesse qu'il faut les admettre, c'est parce que ils sont une source d'enrichissement. Regardez tout ce que les Noirs ont apporté à l'Amérique. Le jazz, tous ces musiciens prodigieux, par exemple. Et puis des hommes. L'immigré est une richesse. À tel point que même dans les pays comme l'Italie, où on avait la présidente était soi-disant raciste, je ne sais pas quoi, elle fait venir des centaines de milliers parce qu'elle dit on en a besoin. On a besoin de ces gens-là. C'est donc pas par humanisme. C'est parce que ces gens-là, différents de nous, parce qu'ils sont différents, nous enrichissent. Ils nous apportent autre chose. Ils ouvrent quelque chose. On a tellement tendance à nous enfermer sur nous-mêmes. Cette ouverture, voilà. Donc, je voudrais souligner que ce n'est pas par grandeur d'âme, ce n'est pas par gentillesse, c'est par nécessité, c'est par intérêt. L'intérêt, c'est quelquefois, ce n'est pas forcément négatif. Et puis pour revenir au complexe de Kabyle et de Caen,
Qabil, les différends nous enrichissent et les frères peuvent nous tuer, Maleta. Donc pour dire aussi, pour revenir à votre complexe de Caen, Maleta, je pense que, encore une fois, ça éclaire aussi la question de l'altérité et de l'importance de l'altérité comme source de richesse. C'est-à-dire le frère peut être source de violence. Hey, Shari, je vais rapidement parce que le temps nous est compté maintenant et moi je garde une question et j'aimerais que j'aurais pu l'appeler le complexe de Romulus. Romulus aussi. La ville de Rome a été fondée par Romulus qui a tué Rémus, son frère jumeau. Tout à fait. Tout à fait. Mais Qabil ou Habil, c'est quand même une histoire extraordinaire et c'est vrai que ça touche l'imaginaire et Oui. c'est d'une puissance extraordinaire. C'est les premiers. Les premiers restent toujours dans l'histoire, c'est pour ça. Dans le mythe. Rapidement. Shari, ensuite Sonia Lougani. Voilà, ça va. Alors, bonsoir à tous. Merci pour toutes ces informations que nous avons dévorées, comme vous avez dit, comme manger un livre. Alors, je vais orienter un peu la conversation vers le management et ma question est, selon vous, est-ce qu'on peut expliquer pourquoi les femmes sont sous-représentées dans les rôles de direction, dans le top management en général, par ce complexe de Cain, en considérant peut-être que c'est un phénomène qui symbolise la jalousie, l'hostilité envers les pairs. Dans ce cas, les pairs sont les membres de cette direction. Et pourquoi elles sont sous-représentées? Est-ce qu'on peut expliquer par ce phénomène? Bien sûr. Je pense que le combat des femmes, le combat intelligent des femmes, parce que pour ce qu'on appelle le féminisme, pour l'égalité des droits, est une des espérances de l'humanité. Monsieur Leibovitz, dont je vous ai parlé, a mené toute sa vie un combat féministe, parce qu'il disait si les femmes lâchent le morceau, toute la société s'effondre. Donc, j'ai lancé cette idée qui mériterait d'être approfondie, d'une certaine façon, dans ce complexe où Caïn tue Abel. Est-ce que la place d'Abel n'est pas tenue par les femmes? Aujourd'hui, c'est une donnée, en tout cas, je ne sais pas en Tunisie, mais le nombre de féminicides, de gens qui tuent leurs femmes. J'ai un exemple d'une femme exceptionnelle qui a fait les plus grandes écoles françaises, qui a connu son mari à l'école normale supérieure, qui est notre plus grande école en France, et qui a beaucoup travaillé sur le complexe de Caïn. Elle a écrit un livre, je ne me rappelle plus de son nom. Elle a écrit un livre qui s'appelle L'ange et la bête, sur le complexe de Caïn, ou sur le problème de Caïn. Elle n'emploie pas ce mot, elle. Elle a été égorgée par son mari il y a 6 mois. Lui-même professeur d'université. Donc, ce n'est pas réservé à des gens incultes ou je ne sais quoi. Voilà 2 personnes qui sont au sommet de l'élite française et ils se déguisent en livreurs de pizza pour égorger sa femme. C'est une histoire vraiment bouleversante. Et c'est arrivé à une femme qui est la nièce d'un de mes amis. C'est lui qui me l'a raconté. Donc voilà, le féminicide, c'est peut-être une des formes du meurtre d'Abel par les hommes, et parce qu'ils sont plus forts physiquement. Voilà. Sonia Lougani. Oui, bonsoir. Très ravi de vous entendre, professeur Gérard Haddad. J'ai envie de dire Gérard Haddad Trouya, parce que c'est effectivement le vocable qu'on utilise le plus souvent quand on se sent en phase ou aligné avec les idées d'une personne ou en phase avec quelqu'un. Donc, merci à vous tous d'abord pour l'organisation de cette conférence et pour nous avoir donné l'opportunité d'y participer, de vous écouter, d'entendre ce débat très riche qui touche à plusieurs points justement, la Palestine qui nous est chère, les Palestiniens qui sont nos frères de cœur, nos frères démunis, effectivement, et par lesquels on est très touchés en apparence et au fin fond de nous-mêmes, devant cette impuissance du monde entier à stopper toute cette violence contre eux. Je fais partie d'une génération qui n'avait pas 30 ans quand les accords d'Oslo ont été discutés et ma génération a porté en elle l'espoir de voir 2 États cohabiter, 2 populations
s'entraider, pourquoi pas, en tout cas, être ensemble, comme ailleurs, comme partout ailleurs dans le monde, hein, et qui aussi a été nourrie aux désillusions, enfin maintenant c'est des désillusions, mais en tout cas à l'illusion que les deux grandes guerres vont peut-être arrêter ces violences d'État, ces violences pour des terres, ces violences pour n'importe quelle raison, mais au final, voilà, c'est pour grappiller des terres ou bien des ressources, comme c'était le cas en Afrique par le colonialisme, etc., etc. Bref, je ne vais pas rentrer là-dedans, j'aimerais plutôt vous inviter à peut-être nous dire quelques mots en tant que psychiatre et psychanalyste sur comment arrêter la violence. Et tout à l'heure, je disais, c'est vrai, c'est violent. J'avais envie de dire le violenceur, celui qui porte la violence en lui, celui qui fait du mal autour de lui, soit en entreprise, soit dans une famille. Ça peut être un pervers narcissique, ça peut être un autre type de maladie mentale. Je ne sais pas, mais dans mon fort intérieur, j'ose espérer, peut-être que vous, en tant que psychanalyste, en tant que psychiatre, vous me rassuriez en disant qu'il y a un bouton au fin fond du mental ou de la tête de quelqu'un où on peut faire un switch on-off et peut-être faire quelque chose pour arrêter cette violence. Est-ce qu'on peut espérer que la psychanalyse, la psychiatrie arrive un jour à, de même qu'on va traiter des bactéries par des antibiotiques ou bien, je ne sais pas moi, est-ce qu'on peut espérer faire cesser la violence? Parce que finalement, ça prend des formes diverses, ça prend une coloration religieuse, une connotation ethnique ou quoi que ce soit, mais au fin fond des choses, c'est que de la violence pure finalement. Elle s'exprime, elle s'habille, on va dire, elle va mettre des couleurs ou des formes, elle va prendre des formes selon le conflit, quoi, religieux ou ethnique ou autre, hein, ou économique, ou bien, je ne sais pas moi, rivalité au travail ou au sein de la famille, comme Caïn et Abel, justement. Est-ce que traiter les gens porteurs de violence arriverait à bout de la violence parmi nous et au sein des populations? Et tout à l'heure, je vais finir avec ça. Vous avez dit que les gens bougent, l'immigré, on doit l'accepter par intérêt. J'avais juste envie d'ajouter cette remarque, c'est par respect que je l'accepte, moi, l'immigré, parce qu'il est libre, cet immigré, de vouloir aller où il souhaite, où il se sent mieux, et pour ses raisons propres à lui, qu'elles soient économiques, que ça soit, je ne sais pas moi, des raisons sentimentales, il a envie de quitter son patelin parce qu'il vient de perdre un être cher. C'est arrivé à mon grand-père, il a bougé du Maroc pour venir en Tunisie pour ça. Le reste de mes ancêtres, il y a de l'Andalou, il y a de l'Ottoman, il y a aussi de l'arabe, de l'Arabie saoudite qui sont venus avec les courants islamisants. Voilà, il y a de tout. Pourquoi ne pas juste pas opposer, en tout cas reconnaître, témoigner le respect simplement pour cette personne qui a envie de bouger? Je vais vous décevoir. Il n'y a aucun espoir de ce côté-là. Il n'y a aucun espoir. La violence, d'abord. Je vais vous raconter une anecdote talmudique. Dans le Talmud, on nous a raconté une histoire comme ça. Elle est fausse, mais c'est une parabole. Le mal, le diable, fait tellement de mal dans le monde que les maîtres, qui étaient très doués à l'époque, semble-t-il, ils ont réussi à l'attraper, à le mettre dans une boîte. Ils ont fait, avec des formules magiques, ils ont attrapé ce qu'on appelle le Yetzer Hara, le mauvais penchant, c'est-à-dire la violence, et ils l'ont mis dans une boîte. Et voilà. Et qu'est-ce qui va se passer? Le monde s'arrête. Ils disent ça dans le Talmud. Les poules ne pondent plus d'œufs, les hommes et les femmes ne se marient plus d'enfants ne naissent, etc. C'est-à-dire que cette violence, il y a une dimension biologique nécessaire. C'est ce qu'on appelle l'éros, c'est ce qu'on appelle ce que vous voulez. Le but n'est pas on ne peut pas supprimer la violence. Elle fait partie de nous, elle fait partie nécessaire. Travailler, etc., c'est une violence quand même. Donc, le but, c'est de la mettre à l'air, de l'atténuer, de la canaliser, de l'investir. Et c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, remplacer
la violence par l'émulation substituée à la rivalité. Mais espérer par un médicament, mais vous vous rendez compte, c'est monstrueux cette affaire-là, qu'un neuroleptique pourrait transformer, ça c'est un rêve de technocrate un peu nazi sur les bords, hein. Et donc n'espérez pas de ce côté-là. Mais si quelqu'un vous manque de respect, vous lui dites, genre, notre relation s'arrête là, faites-vous respecter. Pour le problème palestinien, quand même, il faut dire que le monde arabe a une grande responsabilité, les dirigeants arabes. Si l'Arabie saoudite n'était pas prête de signer un accord avec Israël, il n'y aurait pas eu tout cet événement. Tous les dirigeants arabes, dans cet accord qu'on appelle les accords d'Abraham, ont trahi le peuple palestinien. C'est une responsabilité. Il n'y a pas que Netanyahou dans le jeu. Le prince machin, il était prêt à aller rencontrer Netanyahou. Donc, ça fait longtemps déjà. Ça fait longtemps. Le peuple palestinien, c'est un peu maudit. Tout le monde le laisse tomber. À part les peuples, je ne parle pas des peuples, je parle des gouvernants. Hein. Autant ils sont très aimés dans le cœur des simples personnes, autant les dirigeants politiques du Maroc, par exemple, complètement, c'est tombé. Tout ça, pourquoi? Pour avoir la reconnaissance sur son Sahara occidental. Nous sommes tous un peu responsables dans les malheurs qui nous arrivent. Quand quelque chose ne va pas, il faut se poser la question. Avant tout, qu'est-ce que je peux faire moi pour améliorer ma situation? Toujours mettre ça sur les autres, ça n'aboutit à rien. Prenons le cas du colonialisme. Regardez, un pays qui a été colonisé de manière cruelle, vous n'avez pas idée à quel point le colonialisme français à côté, c'était de la rigolade. Les Japonais, quand ils ont opprimé la Chine ou la Corée, mais ils ont fait des choses abominables. Et regardez aujourd'hui ce qu'est devenu la Corée du Sud. C'est du point de vue technique, du point de vue technologique, du point de vue universitaire, etc. Le Vietnam aussi. C'est à l'intérieur, il faut trouver les moyens soi-même. Et moi, souvent, je pense à cette Corée du Sud, qui est aujourd'hui Singapour. 3 îles paumées dans des marécages. Et un petit tyran, d'ailleurs, qui s'appelait Lee, l'a transformé en un bijou économique. Singapour. Tout le monde parle de Singapour. Ça n'existait même pas. C'était des îles marécageuses, 5 ou 6 îles, je ne sais pas combien. Donc travaillons sur nous-mêmes, développons-nous, instruisons-nous, formons nos jeunes. Moi, je sais que la jeunesse tunisienne, je ne dis pas par démagogie, a des potentialités que les petits Européens n'ont pas forcément aujourd'hui. Je vous donne un exemple. J'étais à la Marsa l'année dernière. Je me baignais avec un des enfants d'une amie, Samia Kassa. Je lui disais au jeune, qu'est-ce que tu veux faire, toi? Il avait 13-14 ans. Qu'est-ce que tu veux faire? Il m'a dit, médecin. Ah, et toi, qu'est-ce que tu veux faire, la fille? Moi, je veux être, je ne sais pas quoi. J'ai dit, mais c'est énorme ce que vous venez de dire. Là. Si je demande à un petit Français aujourd'hui, qu'est-ce que tu veux faire? Je ne sais pas. Il faut que je vois. Et ça se termine par quoi? Il va devenir broker dans je ne sais pas quoi. Il y a chez la jeunesse tunisienne, je crois, un potentiel, un désir de s'instruire, de construire. Il faut lui donner l'aliment qui correspond à ça. Voilà ce que je pense, notre plan. Il faut nourrir cette jeunesse de bonnes références, de bons savoirs, et lui donner des ambitions pour faire de ce petit pays, qui peut-être de rien du tout, un grand pays par sa culture, ses productions technologiques, artistiques, et par son humanité, et qui deviendra un petit peu un phare dans la région, et au-delà. Gérard, merci beaucoup. Une dernière question. Je sais qu'il est presque 20h, 21h. Pourquoi ce désir de thèse? Parce qu'il y a aussi parmi les présents quelques jeunes doctorants. Vous êtes encore jeune, vous voulez faire une thèse. Vous avez rédigé, écrit, publié plein de livres. Pourquoi vous voulez ce désir de... Vous allez soutenir votre thèse Je vais soutenir ma thèse le 29 février 2024. Alors, j'aurai près de 84 ans. Pourquoi? Mais vous voyez, je suis encore dynamique. Vous visez un poste à l'université, vous voulez passer un concours, c'est ça? Comment ça se passe? À mon âge, je n'ai aucune perspective professionnelle.
c'est pas du tout, parce que souvent, on fait une thèse pour avoir un poste de maître de conférence et puis après d'être professeur, etc. Moi, je peux prétendre à rien. Je ne serai jamais professeur, je ne suis pas professeur. Je suis docteur en médecine, je vais être docteur en philo bientôt. Mais j'avais envie, je ne sais pas, c'est un refoulement que j'ai en moi. J'aurais voulu être un universitaire, peut-être. J'aurais voulu être un enseignant. J'ai enseigné d'ailleurs à 2 reprises, une fois à Vincennes pendant 2-3 ans, et une autre fois à Tel Aviv. Et je vais vous dire, cette expérience d'enseignant, quand vous enseignez avec amour, parce que c'est une matière qui compte pour vous, vous voyez comment ces jeunes sont pris dans l'enthousiasme incroyable. Je leur ai demandé de me remettre un petit travail de synthèse de 5 ou 6 pages. Il y en a qui m'ont remis 200 pages. Je lui ai dit, mais je ne vous ai pas demandé une thèse. Je vous ai demandé un petit compte-rendu de ce qu'on a étudié ensemble. J'ai vu quand même, les jeunes, c'est de l'énergie encore. Ils ont toute leur énergie, non pas... Moi, je commence à fatiguer, je vous assure, à 3 heures d'après-midi, il me faut ma sieste. Donc, les jeunes, si vous les aimez, si vous leur donnez, si vous voyez que ça vous intéresse, si vous êtes sincère avec eux, c'est un métier formidable. Les voir se développer comme des fleurs qui s'épanouissent, vous vous rendez compte que c'est vraiment un énorme plaisir. Alors, j'ai fait ma thèse parce que je vais vous dire un truc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, moi, je crois en l'inconscient. La plupart des choses que je fais, un jour, je reçois un message de je ne sais pas où. Il faut que tu fasses ta thèse. Ne me demandez pas pour quelle raison. Et ça a eu des effets positifs énormes. Lesquels? Ça m'a stimulé. Je suis arrivé à penser des choses auxquelles avant, quand j'ai commencé, j'ai voulu faire cette thèse, j'y pensais pas. L'histoire du double, que la haine du frère provient de l'angoisse du double, ça c'est nouveau, ça c'est venu dans ma thèse. Ça m'a donné un stimulus, et puis voilà, j'ai un énorme respect pour l'université. Et je voulais que je n'ai pas de décoration. On estime que je ne mérite pas d'être décoré. J'ai une petite décoration, mérite agricole, c'est pour vous dire. Chevalier du mérite agricole. Et je n'ai pas beaucoup évolué là-dedans. J'étais chevalier, je suis resté chevalier depuis, je ne sais pas combien, 20 ans. L'université, pour moi, me reconnaît que les thèses que je vais soutenir sur la fraternité, sur la question du double, etc., vont recevoir le tampon. Halal, kasher, ce que vous voulez. Et ça restera un peu, ça donnera un peu le jury qui va être là. Et ben voilà, ils vont reconnaître ce travail. On a tous besoin de reconnaissance, au sens d'être reconnu, non pas. Donc, vous m'avez invité, vous m'avez reconnu, ça me fait énormément plaisir, ça m'apporte. Si vous n'êtes pas reconnu pour ce que vous êtes, pour les efforts que vous faites, moi je ne gagne rien là-dedans. C'est au contraire, ça me coûte beaucoup d'argent. Il faut imprimer les trucs, il faut. Bon, bref, des petits frais, vous laisserez entre nous. Une des grandes souffrances que éprouvent les gens, je pense par exemple à nos gens des banlieues dont on dit voyous, racailles, parce qu'ils ne sont pas reconnus. Reconnaissez quelqu'un, vous le calmez tout de suite. Vous lui donnez sa place. On a besoin d'être reconnu. Et moi, je prône ça. Prenons le cas de l'islam. Prenons le cas du plus grand penseur juif de tous les temps. Il s'appelait Maïmonide. Maïmonide a été formé, il le dit lui-même, hein, je n'ai eu pour maître en philosophie que des musulmans. Son grand maître il appelait Abu Nasr, qui est connu sous un autre nom, c'est comme il s'appelle, le commentateur d'Aristote. C'est pas Averroès, non, c'est pas. Il était à Bagdad, je me rappelle plus. J'ai des problèmes avec les noms propres. Mais il appelait lui Abu Nasr. Constamment dans le Guide des égarés, qui était écrit en arabe, avec des lettres hébraïques, mais écrit en arabe. Constamment, il fait référence à Abu Nasr. Comment il s'appelait Abu Nasr? C'est pas Al-Ghazali? Comment? C'est pas Al-Ghazali? C'est pas Razali, non. Al-Ghazali, non? Non, pas Razali, non, sûrement pas. Non, c'est quelqu'un qui était antérieur à lui, donc du Xe siècle. Ah bon, d'accord.
Je crois qu'il était jardinier chez le calife de Bagdad, mais c'était le plus grand érudit de la philosophie grecque qu'il y a eu, qui a introduit la philosophie grecque. Par la suite, tous les gens, Avicenne, Ibn Sina et Ibn Rushd, etc. Averroès, Ibn Rushd, non, c'est pas. Non, ils sont derrière. Un commentateur. Le commentateur, je Aristote. ne me rappelle plus de son nom, mais je ne connais que lui en plus. C'est l'Alzheimer débutant. Il faut que je passe la thèse vite fait avant que l'Alzheimer se développe. Trouvez-moi son nom, ça serait bien. Donc, il a fait les commentaires d'Aristote. Et tous ces gens-là, Averroès, vont être ses disciples. Et Maïmonide lui rend tout le temps hommage à lui. Bon. Donc, vous voyez la fécondité de nos échanges entre gens différents. Ce n'est pas une simple formule de rhétorique. C'est prouvé historiquement par des exemples concrets. C'est Al-Farabi. Al-Farabi. Qui a dit ça? C'est vous? C'est Sonia qui a dit ça? Non, c'est Al-Farabi. Elle mérite, je ne sais pas quoi. C'est Al-Farabi. Oui, Al-Farabi, bien sûr. Absolument. En tout cas, on a même une clinique là qui porte son nom. Hein. On a même plusieurs ici, Al-Farabi, bien sûr. Al-Farabi? Oui, c'est pas Razi. Al-Manzassis, où pas mal de psychiatres exercent d'ailleurs. C'est l'hôpital Al-Farabi. Oui, à Tunis, à Manzassis. Il était d'Asie centrale. Et d'ailleurs, le pays Kazakhstan, sur son billet de monnaie, il a mis le portrait inventé d'Al-Farabi sur son billet de banque. Donc, toute cette richesse, Al-Haddad, Al-Farabi, c'est Ibn Sina, Maïmonide, tous ces gens-là, quelle belle république de gens instruits et qui se respectent mutuellement. C'est peut-être aussi le médicament, justement. Voilà, c'est Comment? un bon livre. Je suis hostile aux médicaments, m'énerver. Oui, moi aussi. Un bon livre. En tant que médicament, justement. Non, il en faut des médicaments, mais à bon escient. Docteur Gérard Haded, merci beaucoup. Je retiens, vous avez dit la Tunisie est un espoir, la Tunisie c'est la douceur de vivre. La jeunesse tunisienne, c'est l'espoir. La Tunisie c'est aussi du savoir et vous incarnez ce savoir des Tunisiens. Vous êtes un Tunisien, nous sommes fiers de vous en tant que Tunisien. Merci beaucoup. Qui va réussir sa thèse en France. Donc, il n'y a pas de risque que je ne réussis pas, sinon je la présente. Voilà, nous, Tunisiens, nous attendons à votre soutenance et nous savons que ça va être avec brio. Merci beaucoup, merci pour tout. Merci à vous de m'avoir invité. Pour tout votre savoir, votre optimisme aussi. On vous attend de pied ferme. Il faut absolument. J'ai besoin de venir. Hein. J'ai d'ailleurs écrit aujourd'hui même à une amie qui habite Bizerte. J'ai dit Habib, elle s'appelle Habib. On va trouver une solution. Il faut que tu m'invites l'été prochain à Bizerte. Voilà. Rabbi Fadlek. Merci beaucoup. Merci. À bientôt. Merci à tout le monde. À la prochaine. Merci à tout le monde. Merci. Au revoir. Très bonne soirée. Au revoir tout le monde. Au revoir tout le monde. Au revoir. Très bonne soirée. Je ferme. Au revoir. Très bien, merci beaucoup.